T'avais quel âge? 14 ans. Ouais. C'est l'âge du coup où je deviens le père de ma mère. C'est l'âge à partir duquel je m'occupe à la maison de faire à manger, de faire les devoirs, où ma crainte principale c'était qu'elle tape la tête contre les plaintes de mur à la $1 Million Baby, parce que trop alcoolisée, tombée, tout ça. Le premier truc qu'il me dit en me disant bonjour, c'est quoi cette moustache là? Elle n'est pas terminée ici, tu devrais mettre du cirage, on dirait un nazi. Bonjour papa. Mais il y a des choses, tu disais pardonner, faire la part des choses. Il y a aussi conscientiser aussi, c'est quoi le langage d'amour du parent? C'est quoi moi ce que j'attends, lui ce qu'il est capable de donner? Rester dans une situation qui me fait du mal, c'est consciemment être responsable de son propre malheur. Bienvenue dans ce podcast au fil de l'âme, où l'on plonge à l'intérieur de nous-mêmes pour y dénicher les moments qui nous ont bouleversés ou émerveillés et surtout partager les leçons de vie qu'on en a tirées. En l'occurrence, aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer Adrien, qui nous confie notamment comment il a réussi à pacifier ses relations avec ses parents. Vous l'avez vu dans l'extrait, que ce soit avec sa mère, relation compliquée, il a 14 ans, ses parents divorcent, elles sont dans l'alcoolisme, que ce soit avec son père, relation tendue et comment il a réussi à s'affranchir d'une quête incessante de reconnaissance paternelle. Donc dans ce podcast, on va parler de famille, de pardon, d'aiguiser son intuition aussi, d'accueillir ses émotions, d'écouter son corps, tout un programme. Et sur ce, je vous laisse avec cette rencontre. Déjà merci de me proposer ça. Avec plaisir. Merci à toi d'avoir accepté. Trop cool. Et d'être là aujourd'hui. Alors, bienvenue Adrien, sur ce podcast qui n'a pas encore de nom. Première vidéo. Troisième entrevue. Troisième. On verra dans quel ordre ils vont sortir. Hier, j'ai lu une phrase, le hasard nous oblige, mais sans nécessité. Il faut le donner comme ça. Donc on verra ce que ça va donner. Est-ce que, Adrien, tu veux te présenter? Ouais, on peut faire ça. Et même juste avant, j'ai envie de rebondir sur cette citation. Ça me fait penser à cette notion de high intentions, low expectations. Okay. Genre, on envoie dans l'univers des intentions fortes et le hasard, la destinée vient nous proposer des choses sans qu'on ait d'attente particulière, sans qu'on ait d'attente du résultat, mais que juste on accueille ce qui nous est offert par le hasard. Et soit on joue avec, soit on joue pas avec, quoi. On dispose. Ouais, de ouf. Du coup, pour me présenter, ce que j'aime bien dire, c'est que je m'appelle Adrien. Ouais. Ok. Donc, je m'appelle Adrien Delupaoli, je suis lyonnais, d'origine un peu mélangée, parce que du côté de ma mère, je suis brésilien et allemand, et du côté de mon père, je suis français. Et j'ai tendance à dire que quand tu mélanges du chaud et du froid, ça fait du tiède, ça fait un français à moustache. Et j'ai grandi dans l'Ain, à la campagne, entre mes 0 et 9 ans, donc vraiment enfant de la campagne. Quand je suis arrivé au lycée à Lyon, je mettais des baskets à scratch et les gens s'en foutaient de ma gueule. Après le divorce de mes parents, du coup, je débarque à Lyon avec ma sœur et ma mère. Et enfance classique, école privée, catholique, institution, machin, enfant modèle. Jusqu'à un moment un peu de... ça bloque. Donc après ce divorce, ma mère se retrouve seule à élever 2 enfants. Et elle est obligée de faire face à 2 suicides dans la famille. Le suicide de mon grand-père, donc de son père, et le suicide de sa sœur, ma tante, au Brésil, les 2. Et donc elle se retrouve très seule, et seule à élever 2 enfants. Et en fait, très vite, dans son boulot, elle va sombrer dans l'alcool. On lui propose du whisky en fin de service. Elle est psychologue gériatre, travaille dans une maison de retraite. Et très vite, en fait, l'engrenage, elle s'effondre, dépression, alcoolisme. Et ça a été peut-être le premier nœud, en tout cas le nœud le plus important de ma vie. Le nœud où j'ai remis en question... Ouais, pardon, vas-y. Premier nœud le plus important? Non, le nœud le plus important. Ouais, mais pas le premier. Parce qu'il y en a eu d'autres avant dans la relation avec mon père. Mais je pense que celui-ci, c'est le plus visible dans le chemin. C'est vraiment celui, tu vois, où je pense que j'ai remis en question complètement la bienveillance du système. Le truc de
en fait, j'ai un papa, j'ai une maman, ils vont s'occuper de moi, je suis en sécurité, je suis un enfant, nanana. En fait, pas du tout, tu vois. T'avais quel âge après? 14 ans. Ouais. C'est l'âge du coup où je deviens le père de ma mère. C'est l'âge à partir duquel je m'occupe à la maison de faire à manger, de faire les devoirs. Où ma crainte principale, c'était qu'elle tape la tête contre les plaintes de mur à la $1,000,000 Baby, parce que trop alcoolisée, tombée, tout ça. Donc je pense que ça, c'est le premier moment où j'ai remis en question le modèle. T'es l'aîné? Ouais. Et en remettant en question le système, ça m'a poussé à interroger les choses, à interroger pourquoi les choses sont telles qu'elles sont, tu vois, pourquoi on est là, pourquoi on vit ce qu'on vit, tu vois. Et c'est ça qui a ouvert la porte à un chemin un peu différent de la proposition normale. La voix Classique. initiale. Ouais, plus classique, on va dire, conservatrice. Ok. Et à tout moment, tu me dis si tu veux pas ou si tu veux bien, si tu veux qu'on change de sujet. Ouais. Mais du coup, comment... là déjà, première question qui me vient. Là aujourd'hui, t'as quel âge? 34 ans. Qu'est-ce que le Adrien de 34 ans dirait à Adrien de 14 ans? Waouh, ouais, t'as raison, on part direct en deep. Qu'est-ce qu'il dirait? Je suis fier de toi. Je suis fier de toi de ouf. Ouais, ce que t'as traversé. Comment t'as été solide à 14 ans, tu vois, genre... ouais, t'étais un petit gamin moyen. Vraiment le mec moyen à l'école. Enfin, à l'école, bon, tu vois, j'étais dans les 3 premiers. Bon élève, mais moyen, genre vraiment qui sort pas du lot, tu vois. Ni dans les gens cool, ni dans les gens bully, tu vois. Je suis dans le ventre mou du marché. Okay. Je plais pas aux meufs, mais ça m'intéresse pas. Okay. Je comprends pas trop comment ça marche d'ailleurs. Moi j'avais d'autres soucis en tête, tu vois, j'avais d'autres sujets. Ouais. Et du coup, ouais, fierté. Et aussi de te dire que ça va le faire. Ouais, que tu vas voir, ça va traverser. Okay. Et que tout ce que tu vis là, c'est aussi des enseignements pour plus tard. C'est aussi... Et là, tu le vois pas du tout, mais c'est un cadeau. Oh. Et là, aujourd'hui, encore une fois, à tout moment, tu me dis stop ou tu veux changer de sujet. Ouais, merci, c'est gentil. Quel cadeau, du coup, c'était? Ouais, la capacité à prendre des responsabilités. À aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout de mes engagements. Tu vois, si je m'engage pour quelque chose, si je donne ma parole, ouais, je suis là, tu vois. L'énergie du père, un peu. Ok. Ouais. Genre, tu peux compter sur moi. Okay. S'il y a besoin, je suis là. Okay. Et aussi un truc, du coup, que j'ai transmuté récemment, qui est le sens du sacrifice. Okay. Le sens du sacrifice et du sauveur, tu vois. Vouloir sauver ma mère. Tu vois, vouloir sauver ma mère absolument. Je crois que ça m'a emmené à la personne que je suis aujourd'hui. D'échouer là-dedans, à sauver ma mère, m'emmène à la personne que je suis aujourd'hui et ce que je suis aujourd'hui. Quand tu dis que tu as transmuté ce sens du sacrifice, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'était délétère de ouf. C'est-à-dire que vouloir sauver l'autre ou une structure ou une personne contre son gré, tu vois, de ne pas écouter les signaux de la vie, c'est-à-dire peut-être juste de lâcher prise, de laisser les choses aller là où elles doivent aller, tu vois. Parce qu'en fait, qui suis-je pour vouloir dévier le courant de la rivière, tu vois? C'est hyper arrogant en soi. Et du coup, plutôt de lâcher prise. Plutôt, moi aujourd'hui, je dis dans une situation entre le choix de tenir pour faire en sorte que les choses soient comme je veux et lâcher, je crois que le mieux, c'est lâcher. Est-ce qu'il y a une situation qui te vient où justement ça a été important pour toi de lâcher? Pourtant, j'ai dit une situation. Tu peux choisir. Si tu en changes. Deux questions. Je sais pas si... Parce que là, forcément, il y en a une qui vient.
Non, bah voilà, on va faire ça, on va faire ce qui vient. Hein. C'est ça le jeu. Oui, je Ah, j'aime bien. ça. Non, t'as raison, c'est cool. Une situation dans laquelle, entre résister et lâcher, bah ouais, il y en a deux. En amour et au boulot. En amour, là, je suis resté pendant 3 ans avec une jeune femme qui était ma partenaire de vie. Enfin, vraiment, fait les 400 coups. C'était vraiment un partenaire très important dans mon chemin. Et je suis jamais resté aussi longtemps avec quelqu'un. Tu vois, en général, c'est plutôt des relations d'1 an. La première fois que je suis resté 3 ans avec quelqu'un, j'avais 18 ans, donc je n'étais pas aussi conscient. Et là, j'étais vraiment conscient de mes mécanismes. Pas tous, hein, parce que tu vois, il y en a d'autres qui sont apparus après. Mais au moment où vraiment on souffrait trop l'un et l'autre de la situation, parce que pendant trop longtemps, j'ai voulu changer les choses, faire en sorte que ça fonctionne, et en mettant trop de pression sur la relation pour qu'elle s'accorde à ce que je voulais, bah, le moment où j'ai lâché, en fait, ça libérait l'énergie, quoi. Et de la même façon, du coup, dans le taf, ma boîte que j'ai tenue pendant longtemps, que j'ai dirigée pendant 10 ans, le moment où j'ai lâché, en mode, en fait, c'est en train de me détruire plus que ce que ça m'apporte, parce que je joue ce jeu du sauveur sacrificiel, quelqu'un qui sacrifie sa santé, son argent, son temps, son énergie, pour maintenir un truc qui en fait fuit de partout. De toute façon, c'est voué à mourir, tu vois. Cette relation et cette boîte. En fait, en lâchant, j'ai enlevé un nœud, quoi. Mais enfin, j'en prends le taf d'abord, il y a une poule d'eau. Comment t'en es arrivé à... C'est quoi le... Enfin, est-ce qu'il y a un déclic de lâche, tiens, ah putain, non, en fait, il faut que je lâche. Est-ce qu'il y a un avant, après, il y a un déclic, il y a une prise de conscience? Ouais, la santé. La santé. Tu sais, le truc de pas s'écouter pendant suffisamment longtemps pour que le moment où ça pète, bah là, tu puisses pas faire autre chose que le regarder. Ouais, moi, c'était des douleurs à l'estomac. C'est-à-dire pendant 1 an, en 2022, je me tenais le ventre à cause de mon anxiété, de douleurs à l'estomac. Et en 2023, début 2023, on me diagnostique un ulcère. Et du coup, c'est le moment où je suis obligé de step out et de me dire, en fait, si je continue à pousser, je vais faire un cancer de l'estomac. Et c'est con. J'avais 32 ans à ce moment-là. Genre, est-ce que vraiment j'ai envie d'aller là, tu vois. Donc, entre ce que je gagne dans mon histoire, dans mes croyances, dans ce que je me raconte et ce que je vais perdre, ça vaut plus le coup du tout, tu vois. Ouais. C'est là que l'histoire, en fait, elle claque. Le rideau se lève, ça se déchire et c'est en mode genre, en fait, on va arrêter avec ça, quoi. Donc, pour revenir à l'histoire de ma mère, le sens du sacrifice que j'avais acquis à ce moment-là et qui m'avait aidé de mes 14 à mes 34 ans, 20 ans plus tard, il marche plus. Il marche plus, en fait. Il crée plus de bugs dans la matrice que de solutions dans mon environnement. Je trouve intéressant que tu mettes en parallèle les deux plans. Plan des croyances, donc on pourrait dire, je sais pas, soit le mental, soit l'imagination, et le plan du corps. Il y a la santé. Ou peut-être, après je reformule et toi-même tu reformuleras, tu vois. S'il y avait le plan spirituel, enfin, esprit ou mental, bref, je sais pas comment formuler, tu vois, mental, et tu as le plan de la matière. Et il y a un dialogue entre les deux. Et du coup, il y en a un qui prend le dessus, puis après l'autre, le retour à la réalité, ou se confronter à la réalité. Quelle danse tu vois là, ou est-ce que, comment ça te parle, ça? De ouf. Ouais, de ouf. En Vipassana, ils appellent ça le système corps-esprit. Et ce système corps-esprit, il est extrêmement lié. C'est-à-dire qu'on vit dans une société vachement cartésienne où le mental, c'est le siège décisionnel numéro 1. On prend toutes nos décisions par le mental, on fait des plans, on fait des stratégies, on fait des calculs. Et donc, on passe énormément de temps ici. Et je dis on globalement, hein. Enfin, après, tu prends cas par cas, peut-être qu'il y a des gens qui sont un peu différents. Mais en fait, dans la culture française, dans la culture européenne, versus par exemple la culture brésilienne, d'où vient ma mère, et qui est très basée sur les émotions et sur le corps, en France, on est très basé sur le mental.
Descartes. Je pense donc je suis. Et en fait, le corps bouffe, la tête bouffe le corps. Et il y a cet exercice que j'ai pu faire au Tantra qui s'appelle le cavalier à la monture. La première fois que je l'ai fait, c'était il y a 4 ans, dans un atelier transgénérationnel où je découvrais le Tantra tout un week-end. Et en fait, c'était très puissant de faire dialoguer ces deux parties. Le cavalier, c'était le mental. La monture, c'était le corps. Et genre, pendant 3 minutes, le cavalier dit à la monture tout ce qu'il pense de la monture, tout ce qu'il a envie de lui dire. Donc la tête parle au corps. 3 minutes après, monologue aussi du corps qui répond à la tête, mais qui répond avec les outils du corps. Donc avec la voix, parce que la bouche appartient au corps, mais aussi par des gestes, par du rire, par du pleur, par des roulades, des étirements. Et ce moment-là, moi à ce moment-là, je suis dans un groupe de 6 personnes. Et donc j'ai ma partenaire à ce moment-là qui, quand elle passe au milieu, c'est que de l'amour entre la tête et le corps. Et moi je suis là, genre, waouh, ok, ça, je t'aime, merci, merci. Je me dis, waouh, ok, là il y a quelque chose qui est complètement intégré, tu vois. Et moi c'est vachement plus souffrant, tu vois. Genre c'était work hard, play hard. C'est-à-dire, ouais, t'en fais pas assez. Et de l'autre côté, ben en fait, tu m'en demandes toujours plus. Moi je peux plus, j'arrive plus à tenir. Enfin, genre, écoute-moi quoi. Écoute-moi, me pousse pas au bord du précipice. Et donc là, c'était la première fois que les deux dialoguaient dans le corps et l'esprit. Et donc, ce système, aujourd'hui, c'est comme si mon centre décisionnel était passé de la tête jusqu'au corps. Okay. C'est le corps qui ressent. Et même quand je parle maintenant, je dis pas « je pense que », je dis « je sens que ». Tu vois ? C'est bon. Donc même dans la sémantique, il y a un truc où c'est le corps qui décide, quoi. Ouais. S'il m'emmène à droite, s'il m'emmène à gauche, on parle d'intuition, tu vois. Mais ouais, pour moi, c'est là, c'est du gut feeling. Ça se passe dans les tripes. Ouais. Là et là. Et de toute façon, j'ai mappé sur mon téléphone les différentes émotions et sensations liées et quelles réponses je peux y donner. C'est-à-dire que toi, comme tu dis, tu as une cartographie de tes émotions. Ouais. Comment elles se manifestent dans ton corps. Ouais. Ouais. Okay. Par exemple, là, ici, dans l'estomac, c'est l'anxiété. Donc c'est la peur du futur. Si jamais je sens que dans une situation, ça s'active, je sens des douleurs ici, je sais que c'est lié, et je sens que c'est lié à la peur du futur. Et donc je vais me poser, je vais me dire, ok, si c'est lié à une peur du futur, j'ai peur de quoi? Ok, comment je peux me rassurer? Comment je peux lâcher? C'est souvent lié au taf, c'est souvent lié à une peur de l'insécurité physique et financière, liée à des choix professionnels. Donc ça s'active là. Okay. Si ça s'active là, c'est plus de l'anxiété relationnelle. Tu vois ? Là, c'est plus le lien avec quelqu'un me provoque cette peur. Okay. D'être abandonné, d'être rejeté, d'être vulnérable, d'être vu, d'être trop vu, d'être pas assez vu. Tu vois, genre, voilà, ça se passait là. Okay. Et du coup, de me dire, ok, prends un peu de temps pour toi, regardez ce qui se passe, comment à nouveau, encore une fois, je peux me rassurer, sur tout va bien, t'es pas en danger, et traverser ça. C'est vrai que depuis que j'ai découvert cette pratique, cet exercice du dialogue entre le corps et la tête par toi, c'est vrai que je l'ai fait la semaine dernière notamment, et même je vais jusqu'à faire dialoguer le corps, le mental, le cœur, l'enfant intérieur, et c'est vrai que c'est ouf, hein. Et je me rappelle justement à un de tes ateliers, il y a une fille qui avait dit waouh, j'avais jamais fait parler mon corps. Parce que des fois, elle dit ah non, c'était pas ton atelier, parce que je lui ai transmis cette pratique, et elle a dit waouh, j'ai jamais fait parler mon corps. Ouais. J'ai déjà parlé à mon corps, mais j'ai jamais fait parler mon corps. Ouais, lui donner la voix. Ouais. Mais parce qu'en fait, je trouve qu'on a tendance à voir. À se voir comme une entité entière, rigide, tu vois, un bloc. Alors qu'en fait, je suis plein de parts qui dialoguent les unes avec les autres, qui interagissent, qui jouent, qui se mettent une forme de pression. Ouais. Et là, tu en as cité 4, mais en fait, il y en a plein d'autres, tu vois. Tu peux faire dialoguer ton sexe aussi. Putain, ouais. Putain, il aurait des choses à dire. Oh putain. Toujours. Et dans le mapping, il y a aussi la nuque, par exemple. Quand j'ai la nuque raide, je sais qu'il y a un enjeu, que je me mets la pression par rapport à une situation, qu'il y a un enjeu.
Ouais, C'est déjà bien. c'est déjà pas mal. Ok. Et comment tu vois, alors repartons, enfin, j'ai une question vis-à-vis de toi et ta famille. Encore une fois, si tu veux bien. C'est qu'est-ce que ça fait d'être grand frère? Hmm. Qu'est-ce que ça t'a fait? Comment t'as vécu ta relation avec ton frère ou ta sœur d'ailleurs, je ne sais pas. Ma petite sœur, Ta petite sœur, de quel clairement. âge? Enfin, combien de différence d'âge? 1 an et demi. Comment t'as vécu cette relation-là? Je sens qu'il y a un endroit, je l'ai abandonné. Ouais. Je sens qu'il y a un endroit, je l'ai abandonné pour sauver ma peau, à 17 ans, quand ma mère me fout à la porte parce que je casse une autre de ses bouteilles de vin. Et que j'attends le lendemain, parce que c'était le soir, du coup elle était alcoolisée forcément, et que j'attends le lendemain pour être sûr qu'elle est sobre en me disant ça, et qu'elle me le redit. Du coup, quand je fais mes valises et que je pars, je pense pas du tout à ma soeur. Je pense juste à me sauver, à sauver ma peau. Et du coup, je pense qu'il y a un endroit là où peut-être qu'elle m'en veut, je sais pas. Et je sens c'est compliqué la relation avec elle, tu vois. Depuis lors, toujours Ça a maintenant. toujours été un peu chat et chien, notre Ouais. relation. Ok. Mais après ça, ouais, il y avait beaucoup d'agressivité. J'ai senti beaucoup d'agressivité. La colère, De sa part ou? ouais, de sa part. Ouais. À quoi c'est lié exactement, je sais pas, parce qu'on n'arrive pas à en parler. Ah ok. C'est-à-dire, t'as déjà essayé de remettre le couvert et ça le... Ça se ferme, complètement. Et ça fait partie du jeu, tu vois. J'ai essayé de forcer la coquille, tendre des perches. Je crois que derrière cette colère, il y a trop de souffrance, il y a trop de tristesse. Et que peut-être elle n'est pas prête à ouvrir ça aujourd'hui. Et du coup, en fait, je dois juste accueillir ça et pas la forcer à venir me dire des choses ou être vulnérable à un endroit où elle n'a pas envie d'être vulnérable. C'est difficile de lâcher là-dessus. Parce que j'ai envie d'avoir une belle relation avec elle, tu vois. J'ai envie qu'on s'entende bien. Tu vois, j'ai beaucoup travaillé justement sur la relation avec ma mère, apprendre à poser des limites, avec mon père, apprendre à l'accueillir tel qu'il est et arrêter de chercher sa validation aussi. Et là où maintenant j'ai une trop belle relation avec les deux, j'ai l'impression d'avoir vraiment réussi à trouver la justesse relationnelle, le truc, c'est fluide, il y a de l'amour dans les deux sens, il m'en envoie, je leur en envoie, on est à la bonne distance. Ma soeur, c'est compliqué, Ouais. on n'y est pas encore. Je crois qu'elle a toujours pas répondu à un des 3 derniers messages que j'ai envoyés dans le mois, qui sont des messages genre, ah, t'as besoin de coups de main pour des travaux, machin. Je crois qu'elle est tellement enfermée dans son système. Mais encore une fois, je projette, tu vois. Donc, je ne vais pas parler à sa place. Bien vu. Mm. La petite pause de vérification. Si tu veux. Et après, je viens parler des parents. Grave. Parce que c'est un sujet qui me touche. Et Ça ça repart. Oh putain. Petit soleil, hein? Si, merci. Ça va? Ouais, Comment tu sens? bien. Ok, cool. Ouais, là, il y a plein de choses qui sont dénouées. Ouais, je sens que ça repart dans le flux, ça... Grave. Ouais, c'est plein de choses que j'ai déjà transmutées, donc je me sens super à l'aise d'en parler. Ok. Grave. Puis ça peut aider, tu vois, ça peut donner des pistes, ou ça peut faire rentrer en résonance de personnes à un moment sur un vécu qu'ils ont et dans lequel il y a de la souffrance, il y a de... On voit pas la solution, tu vois. C'est ça qui compte. Bah, de ouf, hein. Moi, c'est pour ça que là, le sujet de la famille, ça me parle. Parce que quand tu dis j'ai l'impression d'avoir abandonné ma sœur, bah, je me suis revécu, enfin, je me suis reconnu plutôt, ça a fait écho en moi. Toi, t'es l'aîné ou t'es... Ok. De 5 ans de différence. Et bah, comme je te le disais tout à l'heure, avec ma famille, je sens qu'il y a une distance. Et ça m'énerve, entre guillemets. Je me dis, je me sens plus proche de mes amis. Parfois, je me sens plus proche d'inconnus que de ma famille. Donc, je me sens coupable vis-à-vis de ça. Et je me sens ingrat sur d'autres aspects aussi. Et donc, c'est pour ça, là aussi, tu peux parler des parents aussi. Que tu as une bête de relation avec tes parents.
Qu'est-ce que ça veut dire avoir une bête de relation avec ses parents? Surtout en miroir de ce que tu disais, donc ça veut dire avant, tu n'avais pas une bête de relation. Donc comment c'était? Comment c'est maintenant? Quel chemin? Quel process? Tu as dit que tu as réussi à poser des limites, bref, etc. quoi. Si tu veux bien parler de ce sujet. J'ai envie de te poser des questions aussi, mais est-ce que tu as envie que ça soit en mode conversationnel ou plus Conversationnel, ça me va. Ok, cool. Tu veux que je commence à répondre ou je te pose la question d'abord? Comme tu le sens. Ouais, j'ai envie de savoir là, avec tes parents, qu'est-ce que tu attends de ton père et qu'est-ce que tu attends de ta mère? Wow. Alors il y a deux questions, il y a qu'est-ce que j'attendais et qu'est-ce que j'attends. Mais peut-être que ce que j'attends est encore teinté de ce que j'attendais. Tu vois? Je n'ai pas encore fait la part des choses. Donc j'ai pas encore pardonné, j'ai pas encore fait la part des choses. Justement, je suis dans ce process d'envie de pardonner. Mais vraiment de me sentir bien. Et que, tu vois, par exemple, à la maison, là, il y a ma tante en ce moment, chez ma grand-mère. Et bah, bizarrement, bah, je me sens plus facile d'aller vers ma tante que d'aller vers mon père. Je sais pas comment ça se fait, d'où vient cette distance, tu vois. Mais je pense, du coup, j'attendais beaucoup de mon père, donc j'en attends encore toujours un peu. Une forme de reconnaissance. Je suis fier de toi. Et réciproquement aussi. J'ai eu ce déclic au bout d'un moment de se dire, ah mais moi aussi en fait, j'aimerais bien être fier de mon père. Genre l'ado en moi, ou le jeune adulte en moi, n'admire pas forcément énormément mon père. Et vis-à-vis de ma mère, qu'est-ce que j'aurais pu attendre, qu'est-ce que je pourrais attendre? Spontanément, j'ai envie de dire toujours cette idée d'admiration aussi. Qu'est-ce que j'aurais bien aimé admirer chez ma mère ou trouver chez ma mère? Du courage. On se bouge le cul. Donc c'est pour ça, faire la part des choses et lâcher. Je suis en process de lâcher ça. C'est le cap. Ouais, j'entends, ouais, ça résonne. Ah, ouais, merci de me dire ça. Merci pour la question. Très cool. Ouais, ça rentre en résonance notamment sur le père. Parce que, de façon très similaire, j'attendais qu'il me donne une forme de validation. Tu vois, qui me dit je suis fier de toi. Ouais. Qui reconnaisse ma valeur, la père mission. Tu vois, la mission du père. M'autoriser à être. Ouais. M'autoriser à être la personne que je suis. Me valider dans la personne que je suis. Et en fait, plus j'attendais qu'il me donne ça, moins il me le donnait. Forcément. C'est un peu comme mettre la pression à l'univers ou mettre la pression à ta meuf pour qu'elle fasse des choses qu'elle n'a pas envie de faire. Mais en fait, il y a de la résistance. Tu vois. Et je sentais cette relation de malaise qui s'installait et qui parfois était hyper pesante. Notamment une année, il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans, où je débarque chez ma sœur qui s'est installée à côté de chez mon père. Ils ont une relation très fusionnelle. Et le premier truc qu'il me dit en me disant bonjour, c'est quoi cette moustache là? Elle n'est pas terminée ici. Tu devrais mettre du cirage, on dirait un nazi. Bonjour papa. Première phrase qu'il te dit. Ouais. Bonjour. Les darons des fois. Ouais. Et du coup, j'en suis venu, et j'ai mis du temps à comprendre que c'était pas de la malveillance, mais que c'était de la maladresse. Que c'était une façon pour lui d'essayer de créer du lien, parce qu'il m'aime, mais qu'il ne sait pas me le dire. Et donc il essaye, de façon très maladroite, de me faire des blagues pour créer du lien, mais c'est blessant. Enfin, moi, je le vivais de façon très blessante. Parce que déjà, j'avais pas cette confiance. Enfin, venant de lui, en fait, je vais prendre des trucs beaucoup plus personnellement. De toute façon, il y a ça qui joue avec la famille, il y a une notion d'enjeu relationnel qui sont des attentes dont tu parlais, qui sont beaucoup plus importantes qu'avec des potes ou des inconnus avec qui on a zéro attente. Et donc là, il y a cette notion de malaise qui se met en place. Et il y a un moment, ça a lâché. À un moment, j'ai mis des limites. Ok. Parce que mon père, on va dire, c'est quelqu'un qui a été très, on disait, soupolé, impulsif, parfois violent. Et donc une fois, je l'ai au téléphone parce que je tombe en panne à Rouen. Et comme c'est quelqu'un qui est très câblé voiture, je lui demande son avis. Il est 23h, je l'appelle, je lui dis bon, t'en penses quoi? Qu'est-ce que je fais? Il me dit t'arrêtes, t'appelles l'assurance tout de suite. Je dis mais t'es sûr, je peux pas faire encore quelques kilomètres si je roule lentement pour aller jusqu'à un garage ou au moins vers Lyon parce que je devais arriver à Lyon. Il me dit non, tu fais ça tout de suite.
Et je retente une question, puis une autre, j'en fais 4. Et lui il répète 4 fois la même chose. C'est aussi un côté très... on est peut-être tous les deux un peu... Enfin moi tu vois j'essaie de négocier, donc je suis peut-être un peu genre... Permissif. Ouais. Et lui non. Bah. Et du coup il s'énerve, il me dit t'es rend comme ta mère, t'écoutes rien, et il raccroche. Et là je fais merde, ok. Un peu brutal. Je laisse passer le temps, et au bout de 15 jours, je lui fais un message où je lui dis merci papa pour ton conseil, mais la forme n'est pas ok. Et j'ai déjà un parent toxique, j'ai pas envie d'en avoir un deuxième, tu vois. Moi j'ai envie de créer une relation où il y ait du respect mutuel, de l'amour, et on lève pas le temps. Tu vois, on se parle pas comme ça en fait. Il n'y a pas de violence. Je lui dis ça m'intéresse pas. Et si on doit avoir une relation comme ça, je préfère qu'on prenne un peu de temps chacun de notre côté. Et on se reparle dans quelques mois peut-être quand la pression va descendre. Ouais. Là, non merci. En fait, je veux juste que tu comprennes que ça, c'est mes limites. Je vais mettre quelques mois de distance entre nous deux. Et il répond, c'est énervant. Tu vois, ouais, c'est toi qui dois te remettre en question, ta façon de communiquer. Mais je vois, genre, il met vraiment 3 minutes à répondre. Il n'a pas eu le temps de lire le message en entier, c'est sûr. C'est vraiment, je sens un truc impulsif qui sort. Je laisse passer 1 mois encore, tu vois, avant de répondre à un deuxième message. Où je dis, papa, je t'aime, je t'aimerai toujours, je suis ton fils. Mais je crois que tu n'as pas entendu la limite que je viens de poser. Je veux pas de violence. J'ai eu assez peur de toi depuis mon enfance. Et ça s'arrête maintenant. Et là, il m'a répondu, je t'aime. Ok. Bon. Je sens que ça s'était un peu apaisé en lui. Et qu'il revenait à un truc plus... Ouais, qui prenait moins la chose personnellement, tu vois. Et entendre. Donc, je laisse passer quand même quelques mois. Parce que aussi, j'étais dans une phase où j'avais besoin de retrouver mes valeurs. C'était post-fermeture de la boîte, post-séparation avec mon ex. Je m'étais percé l'oreille justement pour devenir mon propre père. Je m'étais donné la permission parce que j'avais peur du regard de mon père là-dessus, tu vois. Et en le faisant, chamaniquement, je deviens mon propre père, tu vois. Symboliquement. Symboliquement, ouais. Et donc, j'avais besoin de laisser passer du temps pour ancrer ces nouvelles valeurs, qui j'étais en train de devenir, parce que je savais que s'il me fait une blague comme ça sur la moustache, si je retourne avec quelle que soit d'une coupe chelou que je me fais moi-même ou d'une boucle d'oreille, il pouvait très bien appuyer sur le truc qui allait me faire mal et me faire douter de la personne que j'étais en train de devenir, tu vois. Donc j'avais besoin de solidifier ça. Ok. Et du coup, j'ai mis suffisamment de temps pour que quand je le revois, genre 6-7 mois plus tard, à Noël, il regarde ma boucle d'oreille, il dit rien. Après, il fait un petit commentaire à table, oui, attention, si tu pars à Bali, c'est l'Indonésie, c'est musulman, ils vont peut-être pas aimer la croix. Mais tu vois, il n'a pas émis de jugement dessus. Alors que c'est vraiment un truc qu'il faisait régulièrement, un jugement. Ouais. C'est là que j'ai senti qu'il y avait un truc à échanger. Et notamment qu'en devenant mon propre père, j'étais sorti du jeu de l'analyse transactionnelle parent-enfant. Et donc je tue le père, et moi-même je deviens adulte. Donc au lieu d'être parent-enfant, on joue un truc d'adulte à adulte. Je suis comme je suis, je fais les choix que je fais, et je les assume, quel que soit ton avis. Et je ne les fais pas contre toi, je les fais pour moi. Et je t'aime, quelle que soit la personne que je suis en train de devenir. Et rassure-toi, je suis en maîtrise des choix que je fais, je ne vais pas finir à la rue, parce qu'il y a ça derrière aussi, il y a une peur que ces choix mènent à une précarité financière, à se mettre en danger. Tu vois, j'entends derrière l'amour, derrière cette peur, sauf qu'elle est exprimée de façon maladroite. Et donc là, voilà, il y a un truc qui a commencé à transmuter. Ok, ça me parle de ouf. Ça me parle de ouf. Et qui s'est accéléré, renforcé plus tard. En rentrant de Bali notamment, je suis allé le voir. Et où j'ai senti que dans mon attitude, il y avait quelque chose d'autre qui avait changé. Genre, comme j'arrivais d'un endroit plein de moi-même et d'amour, j'avais pas besoin qu'il me valide. J'avais plus besoin qu'il me donne ce regard que je cherchais de fierté ou de validation. Et du coup, j'arrêtais d'anticiper ces gestes pour faire des choses en croyant que ça allait lui faire plaisir. Qui en réalité, en fait, lui foutait juste la mort. Tu vois. Je me rappelle d'une fois où j'ai déplacé le sel qu'il y avait dans la cuisine pour mettre dans la salle à manger pour le repas. Premier réflexe qu'il fait, première réaction, c'est quoi ce sel, pourquoi il est là, il devrait être dans la cuisine. Et toi, tu l'as fait en pensant à lui. Oui, tu vois, au lieu de faire un truc qui vraiment était OK avec moi, c'est juste, OK, peut-être qu'en amenant les condiments, ça lui facilite la vie, tu vois.
Et en fait, non, au contraire, ça le perturbe dans son système, parce que lui, il est dans le service rendu, il a besoin que son environnement soit clean, clair, et du coup, il peut donner. Et il donne par les repas, les services, il adore cuisiner, il adore bricoler, tu vois, c'est vraiment comme ça qu'il montre son amour. Et donc là, rentrant de Bali, je suis en mode, mais en fait, j'anticipe rien de ce qu'il fait. Il n'y a aucun endroit où je coupe l'herbe sous le pied pour faire quelque chose en espérant un autre truc, tu vois. Juste, je le laisse faire. Je le laisse me montrer son amour à sa manière. Et moi, je lui donne une qualité de présence, de temps, de faire des choses ensemble, parce que je sais qu'il aime ça. Et à la fin du week-end, je repars et il m'envoie un texto, il me dit « Ça m'a fait plaisir de te voir. » Toi qu'il avait jamais fait des... Jamais. Jamais dit « Ça m'a fait plaisir de te voir. » Non, il me disait « T'as une tête de nazi. » Pas « Ça m'a fait plaisir. » C'était ouf. C'est ouf, hein. Ouais. Et ça en l'espace de 2 ans, quoi. Ouais. Ça peut aller vite, hein, comme presse. Ça peut aller vite. Ouais. Mais il y a des choses, tu disais pardonner, faire la part des choses. Il y a aussi conscientiser aussi, c'est quoi le langage d'amour du parent ? C'est quoi moi ce que j'attends, lui, ce qu'il est capable de donner ? Et d'aller le regarder tel qu'il est, tu vois, avec son vécu, avec son histoire, sa relation avec sa propre mère, sa relation avec son propre père, d'où viennent ces attitudes, cette rigidité, ces valeurs, et de se dire, est-ce que je suis capable juste de l'aimer tel qu'il est, tu vois ? Et lui pardonner d'être la personne en fait qui me fait souffrir ou avec laquelle je souffre, parce qu'en fait c'est juste l'enfant de ses parents, tu vois. Lui aussi c'est un enfant blessé. Lui aussi il a un enfant intérieur blessé sans le savoir, tu vois. Parce que c'est pas des trucs qu'il va explorer. Tu vois, genre il n'est pas allé à l'enterrement de sa mère. Donc bien sûr qu'il y a des trucs blessés à l'intérieur de lui. Juste il deal différemment. C'est ça. Poker face. Ouais. Ça veut pas dire que ça bouge pas à l'intérieur, tu vois. Ça bouge pas comme nous, enfants, on aimerait le voir que ça bouge, quoi. Exactement. Moi j'adorerais le voir pleurer. Ouais. Mais il le fera pas. Du coup, qu'est-ce que je fais ? Je le pousse, je lui prends la tête jusqu'à ce qu'il me montre sa vulnérabilité ? Ou est-ce que j'accueille le mec qu'il est, un père que j'ai jamais utilisé comme rôle modèle, pour aujourd'hui me dire, tiens, il y a peut-être des choses intéressantes dans la façon dont il gère les choses, dont je pourrais m'inspirer moi-même. Et aujourd'hui, je le regarde différemment. Aujourd'hui, je me dis, tout ce que je voyais comme de la rigidité, peut-être en fait que c'est quelqu'un qui arrive à process lui-même ses émotions sans être dans la codépendance, tu vois. Et je fais, waouh. Du coup, là, il m'inspire sur des trucs. Je veux pas être dans le masculin toxique qui montre rien, masculin de ouf, non. Mais j'ai envie d'être en capacité d'accueillir moi-même mes émotions, mes parts blessées, sans toujours m'appuyer sur l'autre, tu vois. Pour me co-réguler. Indépendance affective. Une forme d'indépendance Autonomie émotionnelle. affective. Autonomie, ouais, j'aime bien le mot. Grave. Forme d'autonomie. Ouais. Qui permet du coup d'être avec lui sans être en besoin. Ouais. Qui permet d'être avec ma mère sans être dans le besoin. Qui permet d'être avec une partenaire potentielle sans être dans le besoin. Ouais. Ça, c'est où ça ? Ouais, c'est vrai. Je pense que plein de choses me parlaient. Et notamment cette idée, là, sur quoi j'ai envie de rebondir, c'est effectivement ne pas aller vers quelqu'un en espérant quelque chose. Ou alors être clair et le dire clairement. Ou alors... sans s'attacher au résultat. C'est ça. Ça, c'est ouf, ça. Parce que je sens que j'y arrive pas tout le temps, en général, à aller vers les gens de manière neutre. Moi, j'appelle ça position de neutralité. Et du coup, il y a des moments qui me viennent où, putain, j'ai réussi à me ressentir dans cet état-là, ou faire les choses pour moi, me faire passer en priorité, dans le respect des autres, bien sûr. Ouais. Et donc, mon regard et mon attitude, notamment si on prend le père, est différente. Effectivement, faire quelque chose parce que j'ai envie de le faire, mais sans attendre, c'est une dinguerie, quoi. De le faire pour soi et pas pour l'autre. Parce que du coup, si tu le fais pour toi, il y a quelque chose qui vibre beaucoup plus aligné. Ouais. Et l'autre, il a deux choix, hein. Soit il accueille, soit il l'accueille pas, tu vois. Mais si lui-même il est dans son intégrité, te voir dans ton intégrité, ça lui crée moins d'enjeux. Parce que si t'es pas dans ton intégrité et que tu attends un truc de sa part, lui, ça va créer potentiellement un malaise de... Il essaie soit de me prendre quelque chose, soit il veut que je lui donne quelque chose, mais sans que je comprenne ce que c'est, tu vois. Ça, il y a cette incompréhension, quoi. Et le malaise, du coup. Malaise, incompréhension, malaise. Tof. T'as parlé d'alignement. Comment tu sens que t'es aligné ? Ou comment tu sens que t'es pas aligné, toi ? Ouais, quand c'est fluide à l'intérieur, surtout dans le ventre.
tu vois. Je sens que je suis aligné, ouais, quand là c'est fluide. Quand je sens que je suis dans le flux de la vie. Tu vois, le flux de la vie, c'est genre, tu fais une action et tout est fluide, tout se passe bien. Tu vas à la boulangerie, tu n'as pas assez d'argent, la boulangère, elle te dit pas de soucis, tu te retournes avec quelqu'un machin qui a besoin d'un bout de pain, tu lui donnes, et puis après, il y a quelqu'un d'autre qui te dit merci, qui t'offre une pomme, je sais pas, et puis après, tu reçois un mail qui te dit les impôts te remboursent 200 balles. Enfin, genre, tu vois, un peu ces moments-là. Un peu des moments d'état de grâce où tout est fluide. Comme s'il y avait un alignement des astres. Exactement. Tout conspire dans la bonne direction. Ouais, là, c'est quand je suis complètement aligné à l'intérieur avec l'extérieur. Tête, cœur, corps et l'extérieur, intérieur-extérieur. Là, c'est l'alignement, là, c'est la fluidité. Et quand je suis dans des phases où je vais me crisper, il y a quelque chose avec lequel je suis en résistance, bah là, je sens que bam, ça sort du flux. Et je vais me taper le coin du pied, enfin le pied contre le coin de la table. Je vais vouloir ouvrir une banane et elle est pourrie. Je vais aux toilettes, il n'y a plus de PQ. Enfin, tu vois, genre, il va se passer que des galères. Là, c'est le moment où je me dis, ouais, ok, là, je suis hors du flux. Je me pose. Je refais le nettoyage à l'intérieur, tu vois. Je médite, je redescends, je respire, je ralentis. Et je crée les conditions pour que la vie me reprenne dans son flux, entre guillemets, dans son amour, tu vois. Pour que ma meuf, la vie, me reprenne dans son amour, tu vois. Parce que je peux pas la forcer, encore une fois. Si elle veut pas me reprendre dans son flux tout de suite, alright. Je fais mes bails, je me mets bien, je rééquilibre mes énergies. Et quand elle est prête, elle m'emmène. Ça veut dire quoi, créer les conditions pour retourner dans le flux de la vie? Ralentir. Ralentir, respirer plus lentement, marcher plus lentement, peut-être s'asseoir, peut-être se poser, respirer, poser sa conscience sur la respiration, méditer, faire descendre le mental, le siège de l'activité de là jusque là, redescendre dans le corps. Et en ralentissant, du coup, avoir plus d'espace pour retrouver de la joie, tu vois, de l'émerveillement, une respiration profonde de... ouais, ça, tu vois, c'est exactement ça. Ça, c'est... J'aime bien contempler, ouvrir le temple. Ouais. C'est se rendre disponible. Ouais. Contempler, se contenter. Okay. Avec soi. Revenir avec soi. Et... Alors là, c'est peut-être un peu théorique, parce que moi, ça me fascine, cette synchronicité, cet écho, ce miroir qu'il peut y avoir entre notre intérieur et l'extérieur. Tu as parlé de ça, tu vois, tu juges ton alignement. Une des manières de juger ton alignement, c'est l'extérieur. Ma question qui vient, c'est peut-être un peu théorique, un peu le mental, mais comment expliquer ça? Parce que ça paraît ouf, en fait, dans notre culture occidentale, de dire, ouais, l'intérieur est l'influence sur l'extérieur, ou inversement, on est en lien avec l'extérieur, parce qu'on a tendance à se sentir coupé de l'extérieur. Tu vois, je suis un humain et je suis pas une plante, tu vois. Je suis un humain, je suis pas un autre animal, tu vois. Je suis moi, quoi. En mode individu. Je suis séparé. Comment tu explores le fait de ne pas être séparé? Waouh, ok. C'est super que tu ouvres sur la notion d'individu et de séparation, parce que c'est justement dans le lien. C'est-à-dire que si je crée suffisamment de liens à l'intérieur de moi, entre les différentes parties de moi, alors je suis en capacité d'être plus en lien avec l'autre. Je te donne un exemple concret. Si je suis complètement aligné tête, cœur, corps, et que les mots de ma bouche sont les mots de mon cœur, je vais pouvoir rentrer dans n'importe quelle boulangerie, pharmacie, et demander bonjour, comment ça va, tu vois, genre être dans un truc à envoyer de l'énergie dehors, tu vois, mais une énergie sincère. Et si cette énergie est sincère, elle va pouvoir résonner et rebondir sur des gens qui sont dans la même énergie vibratoire. Et du coup, de te renvoyer un truc. J'appelle ça le ping-pong énergétique. Et on joue sur des fréquences vibratoires, des énergies. Ce que j'envoie, on peut me le renvoyer. Pas forcément obligé, hein. Parfois, ça revient pas. C'est aussi accepter, comme tu dis, ça revient pas, ça revient pas. Ouais, exact. Mais plus je suis sincère, plus je suis authentique, plus il y a des chances que ça revienne. Parce que ça se sent. Et on dit le sourire est communicatif. Mais la joie, elle l'est aussi. Quelqu'un qui rayonne, quelqu'un qui vibre.
tu le sens dans une pièce. T'es genre, waouh, ok, j'ai envie de sentir cette personne, c'est comme un papillon avec la lumière, tu vois. Ça me donne envie d'y aller et de jouer avec elle parce que cette personne va me faire sentir d'une certaine façon dont j'ai envie de me sentir en fait. J'ai envie de me sentir plein, épanoui, vibrant, vivant, tu vois. Ok. Tu vas te penser à des trucs. Ouais, du coup, si je suis en lien à l'intérieur de moi avec mes différentes parties, je suis en lien avec l'autre. Je suis en lien avec l'autre, je suis en lien avec les autres, je suis en lien avec le monde. Et je suis plus individu, je suis part du tout. Je suis une cellule, une molécule, un atome de cette grande danse. Et là, je suis dans le flux. Ok. C'est comme ça que c'est une manière d'approcher du coup le fait que l'extérieur est miroir de ton intérieur. Et vice versa. De ouf. De toute façon, tu vas interagir avec les gens qui sont dans le même état vibratoire. Tu vois, quand tu es dans le malus, en fait, le monde va te renvoyer que de la dépression, de la tristesse. Ouais, cette notion de voir le verre à moitié plein, un verre à moitié vide. Tu vois. Ouais. Et j'aime pas cette notion de positivisme ou quoi, parce que bien sûr, il y a des moments, c'est aussi dur, mais à partir du moment où je me dis que je suis en relation avec la vie et que la vie m'envoie des choses, si elle m'envoie des cadeaux, elle m'envoie tout le temps des cadeaux en fait, tu vois. Même quand elle me met une petite terre derrière la tête, c'est juste qu'elle me réoriente. Elle me dit peut-être que c'est pas le bon endroit pour toi. Et si j'écoute pas et que je force, ouais, je vais avoir des soucis, tu vois. Elle me prévient. En fait, elle est bienveillante, tu vois, avec moi. Je te donne un exemple. La dernière fois, un dimanche, je faisais ma balade intuitive dans Paris. Et je vais dans un bar. Après-midi, je vois, ils font service en continu. Il est 15h, je me dis, je vais déjeuner là-bas. Je dis, ouais, pas de souci, pas de souci. Et là, j'ai une intuition, je me dis, tiens, j'ai envie de traverser, aller dans l'église là-bas. Je leur dis, c'est OK pour vous si je fais l'aller-retour, je reviens. Ils disent, ouais, pas de souci, pas de souci. J'y vais, messe congolaise incroyable. Du coup, genre vraiment, je me dis, je sens les choses. Je sens où énergétiquement, il y avait un truc là-bas pour moi. Quand je reviens, j'ai dû passer un coup de fil entre les deux. C'était très cool. J'arrive, je me pose. Là, il y a un mec bourré qui commence à me tourner autour. Moi, je reste genre hyper chill, tu vois, pas de souci. Mais il emmerde les gens autour. Et du coup, ça commence à se tendre. Je sens tout l'environnement qui commence à se tendre. Moi, j'essaie de rester dans mon truc, genre, tranquille. Puis le gars me dit, le serveur, il n'y a plus de... On ne sert plus, on fait une pause de service de 1 heure. Finalement, désolé, on ne vous l'avait pas dit. J'ai OK, bon, je reste. Je commande une limonade. Il me dit, ah, finalement, on n'a plus de limonade. Puis en repartant, il fait tomber son verre, il le casse. Là, je me dis, bon, ça fait 4 signaux, tu vois. J'aurais pu l'entendre dès le premier que c'était pas le bon endroit. Mais j'ai quand même forcé. Ok, donc peut-être que j'écoute pas assez la vie, les signaux. Parce qu'il y a ce truc de sentir l'intuition et prendre action par rapport à ce qu'on sent. Très souvent, c'est en 2 temps. Même si tu es connecté à ce qui se passe à l'intérieur de toi, à cette parabole, ici, parce que c'est vachement dans le plexus solaire que ça se joue, dans l'estomac. Si je fais rien pour sortir de la situation, je m'abandonne aussi, tu vois. Je me laisse dans une situation pourrie. Mais là, c'est un exemple dans un café, dans un restaurant, mais c'est pareil en amour. C'est pareil en famille. Rester dans une situation qui me fait du mal, c'est consciemment être responsable de son propre malheur. Step in, step out. Si c'est pas bon, si c'est malsain, c'est OK d'en sortir. Et c'est encore mieux de communiquer. Et de dire, là, écoute, chérie, papa, maman, bon, je sens que je me sens pas bien là, dans cette situation, là, maintenant, tout de suite. J'ai besoin d'un peu de temps. Je vais partir faire une balade. Je reviens dans 1 heure. Ah putain, pas mal. D'être clair. Ouais. Je vois, il y a 2 trucs qui me parlent. Il y a le fait de... Comme tu dis, tu peux écouter ou entendre, mais pas forcément encore réaliser, tu vois. Donc, t'es pas aligné. C'est ça. Si tu as, ok, j'ai entendu un truc, je suis pas sûr, je reste. Mais qui est-ce qui dit je suis pas sûr? C'est ça la question. C'est le mental. Le corps, il sent. Le corps, il négocie pas, tu vois. Il sent. C'est OK, pas OK. Je sens pas. Tu vois. C'est le cerveau qui, derrière, te dit ouais, mais t'es sûr, vérifie, attends, reste encore un peu. Ça se trouve, elle va changer. Ça se trouve, il va changer. Il faut rester pour X raison. Ouais, exact. Attends, mais c'est Noël quand même, tu vas pas faire ça. T'as toujours fait Noël en famille. Tiens. Voilà.
Et c'est là où moi je le vois avec des expériences dans ma vie, c'est là où je me suis éteint en fait. Ah ouais. Je me suis tu au sens propre, dans tous les sens du terme. Tu t'es pas écouté une fois, tu t'es pas écouté deux fois, X fois, X fois, X fois, bah, au bout d'un moment tu t'éteins. Comment tu veux que ton corps te fasse confiance? Voilà. Comment le corps peut faire confiance à la tête? S'il envoie des signaux et que la tête à chaque fois elle fait non, non, ça va le faire, je vais gérer. C'est ça. À la fin tu finis avec un ulcère. Ton corps il fait oh, bon, ok, y a pas de problème. Ou une dépression, C'est ça. ou un vrai problème de santé, tu vois, ouais. Ce sont des vrais problèmes de santé. Et je reviens sur, t'as dit l'air de rien. Tu dis beaucoup de choses l'air de rien, mais je pense pour la plupart des gens, et comme moi le premier, c'est pas l'air de rien. T'as dit j'ai fait ma balade intuitive dans Paris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est quoi une balade intuitive? Ça veut dire t'as l'habitude d'en faire. Pourquoi tu t'en fais? C'est un truc qu'on a commencé à mettre en place avec mon ex à l'époque, où on aimait bien se retrouver après le taf de l'un de l'autre et juste marcher dans Paris, tu vois. Et vibrer à la même fréquence, tu vois, Tous les deux. et de sentir. Genre, ah tiens, je sens que là j'ai envie d'aller à droite. Ok, on va à droite. Ouais, là je sens plus à gauche. Ah, moi à droite, moi à gauche. Ok. Qu'est-ce qu'on sent le plus? Qui est-ce qui a une intuition la plus. Eh ben on la suit. C'est l'intuition la plus forte. Ouais, j'ai envie de manger des chips. Oh, tiens, genre de. Et du coup, il y a un truc, c'est comme une sorte d'entraînement de l'intuition. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu, je prends la route à droite ou la route à gauche. Mais plus je vais être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, plus je vais pouvoir faire confiance à mon instinct, mon intuition sur des choses plus importantes derrière. Tu vois. Et plus je suis connecté à mon instinct, à mon intuition, donc à mon estomac, à mon souffle, à mon corps, à ce qui est le plus proche de la vie, plus je suis connecté à la vie. Tu vois. Parce qu'en fait, l'expression de la vie vient du corps, il ne vient pas du mental. Le mental, c'est l'intellect, c'est la psyché, les idées. C'est le monde éthéré, le monde des idées. Mais le monde de la terre, le monde du corps, le monde de la matière, ouais, c'est là. Ça passe par le souffle. C'est pour ça que très souvent dans le tantra, on commence par le souffle. Et même dans l'intuition, si je veux me connecter à mon intuition, je fais une inspiration par le nez, expiration par la bouche. Et là, je sens une réponse qui va monter. Parce que le souffle, et tu le retrouves dans les pratiques tantra, yoga, mindfulness, toutes les pratiques qui viennent d'Inde, tu vois, du soft power. Plus je suis connecté au souffle, plus je suis connecté au flux. Parce que c'est ce qu'il y a de plus important pour notre vie et notre survie. La nourriture peut tenir plusieurs semaines, l'eau plusieurs jours, l'air quelques minutes. Donc c'est ce qu'il y a de plus important. Et même quand tu regardes dans les premiers monothéismes, par exemple dans le judaïsme, Yahvé, YHVH, c'est l'expression de l'expiration. Yah. Ça veut dire ça. Yah. Yahvé, c'est le bruit de l'expiration. Et d'ailleurs, si tu regardes en iconographie, Yahvé n'est pas représenté. Il n'a pas de forme. Les formes arrivent plus tard. Elles arrivent avec le catholicisme, les icônes. Et on lui donne une tête plutôt humaine, avec une barbe rassurante. Non. Alors qu'à la base, c'est le son de l'expiration basé sur quelque chose de complètement impalpable, tu vois. Qui est pour moi l'expression de la vie elle-même, c'est-à-dire ce flux qui nous entoure, cette espèce de brouillard qui est autour de toute chose et qui fait que tout avance dans le temps, tout s'érode, tout respire, se tient debout. Donc balade intuitive, entraînement de l'intuition. Ouais, balade Reconnexion intuitive, à soi. reconnexion à soi. Yeah. Ouais, exactement, exactement. Ok. Tout ça. Petite pause. Ouais. Ça va toujours? De ouf. J'adore ces sujets. En tout cas, du coup, merci Adrien de cette 1 heure passée ensemble, enregistrée. Merci pour ce que tu as partagé, tu as partagé. Ces sujets que nous avons abordés, qui m'ont évoqué tout un tas de choses. Est-ce que tu as, j'allais dire un mot de la fin, toi-même, comment tu te sens là maintenant? Voilà, ou mot de la fin, ou comment tu te sens là maintenant?
respiration, connexion à l'intuition, les mots du corps. Je fais ça souvent. Ouais, tu te rappelles par rapport à tout à l'heure la boule qu'il y avait là? Complètement lâchée. Là, il y a quelque chose aussi qui se libère. En ce moment, j'ouvre un travail sur la gorge. Et je sais pas si tu as vu Avatar, le dernier maître de l'air. Il y a cette notion à un moment quand tu travailles avec le Gurupati sur les différents chakras qui doit libérer de certaines émotions pour pouvoir atteindre le Avatar State. Ok, j'ai pas vu, mais je vois ça. Et du coup, il dit, voilà, le chakra de la terre, il est lié à la honte, le chakra de l'eau, à la culpabilité, nanana, nanana, nanana. Et donc, j'ai regardé chacun des différents endroits et j'ai vu les endroits où j'avais dépassé la culpabilité, la honte, peut-être plusieurs types d'émotions. Et là, je sens qu'il y a un truc ici à travailler sur l'intégrité, enfin la vérité, la capacité à exprimer sa vérité, à dire les choses, même quand ça peut déranger, faire mal, ou je sais pas. Je l'ai pas encore. Je l'ai pas encore. Mais je sais qu'il y a des endroits où je me tais parce que j'ai peur de blesser, où j'ai peur d'être rejeté. Et en fait, plus je vais aller dans ma vérité et réussir à l'exprimer en CNV, en donnant de l'amour, tu vois, plus je sens qu'il y a quelque chose qui va lâcher au niveau de la gorge. Et c'est souvent un endroit, pour moi, où tu vois, je sens que j'ai mal à la gorge très souvent. Très souvent, elle est enflammée, très souvent, ma voix, tu vois, elle est assez renfermée. Il y a un truc à l'intérieur qui a du mal à sortir. Souvent, on m'entend pas. Souvent, on doit tendre l'oreille pour m'entendre, tu vois, genre. Ça me parle, ça me parle. J'ai ça de mon père aussi, ouais. Et du coup, je sens qu'il y a quelque chose qui est là à travailler. Et du coup, le fait de s'exprimer, de faire ça avec toi, de faire ça, ça participe à faire lâcher la voix et à être dans ma vérité, à l'incarner et à la partager. Ouais. Et comme je te disais tout à l'heure, si ça peut résonner avec d'autres personnes, parce que c'est que ça, c'est que j'envoie une énergie dans le monde, et si ça vibre, et c'est ça qui me fait le plus plaisir aujourd'hui, c'est que quand je reçois des messages de gens qui me disent « Putain, ça m'a grave aidé de voir ça comme ça, merci de l'avoir mis comme ça sur Internet, merci pour tes vidéos sur Insta. » Non, ouais, je me dis, ça sert à quelque chose. Et ça me dépasse. Et je ne fais pas pour moi, je ne fais pas pour mon ego, ni pour nourrir un besoin de reconnaissance ou quoi. Je fais parce que si ça peut aider là où ça m'a aidé, tout ce que j'ai pu apprendre, si en le partageant, ça peut... trop bien en fait. Ça peut aider rien qu'une personne, c'est trop bien. Dans cette phase de transmission. Ouais. Vraiment, c'est comme ça que je le vois en tout cas. C'est une mission, ouais. C'est ma mission de vie. Et ma mission de vie, c'est de créer un monde conscient, congruent, donc aligné et festif, dans lequel je partage des outils qui permettent d'éveiller les consciences. Tu vois. Par contre, je ne suis pas là pour dire quoi faire. Je ne suis pas là genre pour changer les choses moi-même. Enfin, genre, juste voilà, j'ai une caisse à outils, je la mets là, je l'ouvre, je dis regarde, j'ai ça. Est-ce qu'il y a des trucs qui te parlent, que tu as envie d'essayer? Si oui, let's go. Sinon, ok. Pas là pour forcer, hein. Pas là pour faire du coaching sauvage non plus. C'est quoi du coaching sauvage? Tu sais, quand tu sais, le fait de dire aux gens là où il y a un nœud, un truc, une vérité, un truc à débloquer, s'ils sont pas prêts, tu vois. S'ils ou elles sont pas prêts, ça sert à rien, tu vois. Ça va plus faire de mal, plus braquer qu'autre chose. Est-ce qu'en 3 mots, ou plus ou moins, ou pas, alors j'ai 2 questions. Tu peux résumer, entre guillemets, ou ce qui vient de cette interaction-là, de cette 1 heure passée ensemble, et ou de toi, qui es-tu? Adrien, c'est un maître.
Adrien ou Abou, du coup, mon surnom dans l'univers tantrique. C'est un être joyeux, genre énergique, tu vois, il y a un truc qui vibre, vibrant, profond, une forme de sagesse. Abou, c'est le singe d'Aladin, mais c'est aussi le père. Le mot Abou veut dire père en arabe. Je ne savais pas, c'est un pote qui me l'a dit il y a quelques jours. En fait, il y a aussi cette sagesse que j'ai envie d'atteindre. C'est vers ça que je tends. Donc, joie, profondeur. Alignement. Alignement. Ouais. Fort bien. Je pourrais dire plein de conneries encore. C'est déjà bien. Ouais. C'est un autre truc qui me vient. Et l'autre question, c'était quoi? Je dirais ça comme ça, c'est genre qu'est-ce que tu gardes de notre interaction? Ah ouais. Ouais, beaucoup de gratitude. Beaucoup de reconnaissance. Parce que en général, c'est moi qui fais les lives et qui interroge. Et du coup, ouais, merci de mettre un petit projecteur sur ce que j'ai partagé. C'est à toi. Ouais, c'est cool Plaisir. d'avoir un endroit pour partager ça. Et puis ça change de aussi faire mes faces caméra pour raconter des trucs. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui tienne l'espace pour pouvoir partager ça. C'est vraiment ce geste, genre je sens que tu es là et moi je suis là. Avec plaisir. Merci à toi. Merci à toi.